Merci Lucie. Donc, qui est responsable innovation chez Agrimer, qui est docteur en chimie et qui a fait une thèse à l'université de Rennes et qui a rejoint Agrimer en 2017 et qui travaille sur le développement d'actifs marins. Et elle va nous parler notamment d'une nouvelle technologie d'extraction. Voilà. Merci Lucie. Bonjour à tous. Donc, merci pour l'organisation de cette belle journée et les beaux projets qu'on a pu voir toutes ces journées qui étaient très intéressants. On sait maintenant que la relève est assurée. Donc moi, je vais vous présenter une partie sur les technologies d'extraction algale qui a été développée au sein d'Agrimer et avec un exemple sur une algue et l'efficacité cosmétique qui a été prouvée après. Donc tout d'abord Agrimer, c'est une société qui est spécialisée dans la valorisation des ressources marines. Elle a été créée en 1986 et on a la chance de pouvoir intégrer la totalité de la filière sur site, puisqu'on va de la récolte au conditionnement, en passant par la R&D. Donc on a des laboratoires avec plus de 400 mètres carrés dédiés à la recherche et au développement. Et on est impliqué dans 3 métiers de valorisation marine. Donc on a une partie cosmétique, agriculture et nutrition. Et le savoir-faire d'Agrimer a été reconnu et labellisé par un label entreprise du patrimoine vivant. Donc, comme je vous disais, on est spécialisé dans les ressources marines. Donc, pourquoi les algues les algues ont un grand intérêt. Là, je vais développer la partie cosmétique, mais on a le même intérêt sur les différents secteurs que j'ai évoqués juste avant. Les algues, tout au long de leur vie, vont subir des conditions de stress qui vont être assez importantes. Et elles vont subir, par exemple, la lumière, la luminosité du soleil, les marées, les courants. Elles vont avoir des phases de déshydratation avec des périodes immergées et émergées. Et subir également les températures de l'eau qui vont varier selon les saisons et une forte salinité de l'eau de mer. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs abiotiques qui vont jouer sur cette algue. Et on a également les facteurs biotiques, donc avec les bactéries, les organismes de fouling ou encore les herbivores et les épiphytes comme on évoquait ce matin. Et donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui vont former l'écosystème de l'algue. Et cet écosystème va jouer à la fois sur la croissance de l'algue et sur tout ce qui va être production de ces molécules, donc que ce soit les métabolites, les polysaccharides et toutes les molécules qu'ils contiennent. Et ce qui va nous intéresser, notamment en cosmétique, c'est de faire le parallèle entre à quoi servent ces molécules au sein de l'algue et comment elles peuvent être utilisées en tant que propriété cosmétique. On va avoir par exemple les mycosporines qui vont être des molécules qui seront présentes sur des algues rouges qui vont avoir des propriétés anti-UV lorsqu'elles seront sur la peau. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un parallèle entre les deux. Ça veut bien. Donc je vais prendre l'exemple de notre dernier actif qui est sorti l'année dernière, qui est tiré d'une algue verte, donc Codium tomentosum. Donc c'est une algue qui mesure 30 à 40 cm de long. Donc je vous ai mis la photo ici. Elle a un aspect spongieux et un toucher velours, mais ce qui est particulièrement intéressant sur cette algue, c'est qu'elle a une structure atypique coïnocytique. Donc c'est-à-dire qu'elle a une seule cellule géante multinucléée. Donc je vous ai mis ce qu'on retrouve habituellement, ce que l'on connaît plus facilement comme organisme, avec donc les organismes unicellulaires où il y a une seule cellule, un noyau, les organismes multicellulaires avec plusieurs cellules, avec chacune un noyau, et dans le cas des structures coïnocytiques, on a une seule cellule géante avec plusieurs noyaux à l'intérieur.
Cette structure va permettre à l'algue d'avoir des propriétés biomécaniques spécifiques, puisqu'elle va permettre d'avoir une forte capacité de cicatrisation et de régénération grâce à la formation d'un gel qui va être fait au bout de quelques secondes après que l'algue soit blessée. Et on va voir la création d'une nouvelle paroi qui sera formée en 2 à 6 jours, ce qui est extrêmement rapide. On a pu voir dans la littérature qu'il y avait certainement un rôle des polysaccharides dans la régénération de ces structures au niveau des algues. Donc on s'est un peu penché pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait extraire les polysaccharides de cette algue pour ensuite pouvoir les utiliser en tant qu'ingrédients cosmétiques. Donc tout d'abord, l'extraction de ces molécules. Pour faire l'extraction de ces molécules, on a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc on va d'abord jouer sur la préparation de l'échantillon. Donc notre algue, notre méthode de séchage, donc comment elle est séchée, plus ou moins longtemps, etc. La façon de le faire, le broyage, si elle est mise entière ou si elle est broyée en forme de poudre, selon la granulométrie, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. On va jouer aussi sur le solvant. Selon les molécules que l'on va chercher, on va cibler un certain solvant. Donc si on veut des molécules apolaires, on va plutôt aller vers des solvants huileux. Si on veut des molécules polaires, on va plutôt aller vers des solvants de type aqueux. Donc là, je vous ai mis des exemples classiques que l'on retrouve le plus souvent, comme l'eau ou encore un mélange eau-glycérine. Et ensuite, on peut jouer aussi sur les conditions d'extraction. Une fois qu'on a mis en contact notre solvant avec notre algue, on va pouvoir choisir une agitation, la méthode d'agitation. Selon cette méthode, on ne va pas forcément avoir le même résultat. Le pourcentage d'algues que l'on va incorporer dans notre extrait. On serait tenté de dire plus on en met, plus on a de molécules qui sera extraites, mais sauf qu'au bout d'un moment, on aura un phénomène de saturation. Donc on ne pourra plus extraire. Donc la jauge est intéressante aussi à trouver pour utiliser le moins de matière possible, mais avoir un extrait le plus optimisé possible. On peut jouer aussi sur la température et le temps. Certaines molécules ne vont s'extraire qu'au-delà d'une certaine température ou d'un certain temps, et d'autres vont se dégrader au-delà d'une certaine température. Donc on a aussi tous ces paramètres qui vont rentrer en jeu. Et une fois qu'on a fini de réaliser notre extraction, on va séparer les résidus d'algues et obtenir un extrait qui sera analysé avec, où on fera des dosages de molécules ou des dosages d'activité. Donc, chez Agrimer, on a développé une technologie d'extraction algale fractionnée. Donc, c'est un procédé de fractionnement qui a été breveté, qui nous permet de préserver la ressource, puisque avec une seule algue de départ, on va obtenir 3 extraits spécifiques qui auront des propriétés différentes. Ça va nous permettre d'avoir une utilisation optimale de l'algue, puisque au final, on va utiliser 80 à 90% de la matière algale. Donc, comment fonctionne ce système ? On fait d'abord un premier extrait avec cette algue, donc qui sera un extrait cytoplasmique, où on réalise un choc osmotique qui va permettre de libérer le contenu cellulaire. Ensuite, on sépare notre algue de l'extrait et on récupère notre algue, le résidu d'algue, pour faire une seconde extraction. Donc cette extraction est réalisée dans des conditions différentes de la première extraction. Et cette fois-ci, on obtient un extrait peptidique qui va permettre de faciliter l'extraction de métabolites qui sont moins accessibles que ceux que l'on obtient lors de l'extrait 1. Et on va ensuite refaire une seconde fois la récupération de résidus d'algues pour faire une troisième extraction. Où cette fois-ci on fait une hydrolyse douce avec une auto-hydrolyse des polysaccharides qui permet de favoriser la solubilisation et la biodisponibilité des saccharides. Et c'est justement ce qui nous intéresse, puisqu'on a vu juste avant que les polysaccharides de notre algue Codium tomentosum pouvaient être impliqués dans la régénération de notre algue. Donc, particulièrement sur cette algue-là, ce que l'on va obtenir, ce sont des arabinogalactanes et des mananes. Et cet extrait, on l'a appelé alga filler.
Donc l'idée, c'est de voir si on peut avoir la capacité de régénération de l'algue qui se transpose au niveau de la peau. C'est ce qu'on appelle du biomimétisme, où on fait le parallèle entre ce que l'on voit dans la nature et ce que l'on voudrait transposer à certains processus. Donc là, dans ce cas-là, ça va être sur la cosmétique. Donc ce que l'on voit, c'est que quand on a une peau jeune, on a... ça marche pas. Je vais faire ça. On a un hypoderme qui est plus épais. Et avec l'âge, on a une diminution du nombre et du volume des adipocytes au niveau de cet hypoderme. Donc le but étant de voir si on peut avoir une... C'est bon. Oh, ouais. Non, c'est bon, c'est pas grave. Si on a une régénération de ce matelas adipeux. Et on a également, au niveau du derme, une diminution de la production de certaines molécules comme le collagène, l'élastine ou encore l'acide hyaluronique et les glycosaminoglycanes de manière générale. Et donc ça va être cette diminution du derme et de l'hypoderme, entre autres, qui vont accentuer la présence de rides au niveau de la peau et qui va empêcher un bon maintien de cette peau. Donc on a développé différents tests d'efficacité pour cibler les différentes couches de la peau pour voir et évaluer notre actif et voir si on pouvait avoir vraiment cette régénération au niveau des différentes couches épidermiques. Donc on a d'abord l'effet sur le tissu adipeux, on a également été voir l'effet sur le derme, pour finir pour voir l'effet global que l'on a sur la peau. Donc on a fait un premier test sur les préadipocytes pour voir l'effet sur le tissu adipeux. On a été voir la différenciation de ces préadipocytes en adipocytes. Donc le but étant de voir l'augmentation de la quantité de lipides qui est créée lorsqu'on a cette différenciation. Donc on a sur la première image les préadipocytes qui sont non différenciés. Donc on voit sur la première photo les préadipocytes et en dessous on voit la fluorescence avec en bleu les noyaux de ces cellules. Et donc lorsque on réalise une culture pendant 12 jours dans un cocktail pro-adipogénique, c'est-à-dire un cocktail qui va forcer la différenciation des préadipocytes en adipocytes, on voit ce qu'il y a au niveau de l'image 2, la différenciation des préadipocytes, avec en noir l'accumulation lipidique qui est retrouvée au niveau des adipocytes. Donc on voit bien qu'on a une différenciation entre les deux, et en vert au niveau de l'immunofluorescence. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on rajoute 0,3% de l'extrait de codium, on voit qu'on a une augmentation de 130% comparé à la différenciation sans actif de l'accumulation lipidique au niveau des cellules. Donc, ce qui veut dire qu'on a une augmentation de la différenciation et donc une augmentation de la quantité de lipides. Donc, ça nous permet d'avoir un effet sur le tissu adipeux et donc avoir une redensification de l'hypoderme. On a ensuite fait un test pour voir un effet un peu indirect sur le derme, puisqu'on a été voir la sécrétion d'adiponectine, donc sur le même test. Cette fois-ci, l'adiponectine, c'est une cytokine qui est sécrétée par les adipocytes, mais elle va stimuler l'expression d'acide hyaluronique et de collagène de type 1 au niveau des fibroblastes du derme. Donc, l'idée, c'est si on a plus d'adiponectine, on va avoir plus d'acide hyaluronique et de collagène de type 1. Donc on voit qu'avec une présence de notre extrait, à 0,01%, on a une augmentation de 35% de la sécrétion d'adiponectine et de 212% lorsqu'on a notre actif à 0,1%. Donc ça, c'est un résultat qui est particulièrement intéressant puisqu'on se dit on ne va pas agir directement sur le derme pour avoir une amélioration de celui-ci, mais on va agir encore en dessous. Et on va quand même pouvoir avoir une amélioration du derme. Donc l'hypothèse, c'est on peut avoir l'amélioration du derme via l'hypoderme. Mais on a quand même voulu vérifier que notre actif
pouvait peut-être avoir un effet direct sur le derme. Donc on a fait un test ex vivo sur un explant de peau, où on a regardé la néosynthèse de glycosaminoglucane sulfaté, avec les fractions solubles et les fractions tissulaires de cet explant de peau. Et on a vu qu'on avait une augmentation avec la présence de l'actif de 20% dans la fraction tissulaire, de 20% dans la fraction soluble et de 29% dans la fraction tissulaire de la concentration en glycosaminoglycane sulfaté. Donc ce résultat montre qu'on pourrait avoir favorisé la régénération tissulaire et notamment améliorer la densité du derme et renforcer la fermeté cutanée. Donc on a vu qu'on avait aussi un effet sur le derme. On a montré in vitro et ex vivo qu'on pouvait potentiellement voir une régénération de la matrice extracellulaire du derme. Donc ensuite, l'idée, c'était de voir si in vivo, on retrouvait les mêmes résultats ou pas. Donc on a fait une étude clinique avec 20 sujets qui ont appliqué une crème qui contenait 3% de l'actif, versus 10 sujets qui avaient appliqué la même crème, mais sans actif, donc la crème placebo, durant 56 jours, avec une application 2 fois par jour. Donc on a mesuré le volume de la joue, en se disant, si on a une régénération du tissu, on va avoir une augmentation du tissu adipeux, et donc on pourra avoir une augmentation du volume de la joue. Et lorsque l'on voit l'actif après 56 jours, on a une augmentation du volume de la joue. Donc on a bien un effet sur ce tissu. On a aussi été voir la densité du derme. Donc pour relier avec le test sur l'adiponectine et sur les glycosaminoglycanes. Et on a vu qu'on avait une augmentation de la densité du derme de 17,3% après 56 jours lorsque l'on avait l'actif. Et pour compléter cette partie-là, on a aussi regardé la tonicité cutanée et on a vu qu'on avait une augmentation de la fermeté de l'ordre de 15,2%. Donc une fois qu'on a vu que in vivo, on pouvait retrouver les mêmes résultats, on s'est dit, est-ce que ça ne pouvait pas avoir un effet global du fait d'augmenter toutes nos couches en dessous, si on pouvait avoir un effet global sur les profondeurs des rides notamment. Donc on a été voir les rides de la patte doigt. Et on a remarqué qu'au bout de 56 jours, on avait une diminution de 12,3% de la profondeur des rides de la patte doigt. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve ce résultat au niveau des rides du sillon nasogénien, puisqu'on a une diminution de 22,2% des rides du sillon nasogénien. Donc on a remarqué qu'on avait aussi un effet global avec un meilleur soutien de la peau qui permettait d'avoir un effet combleur au niveau des rides. Donc pour conclure, pour ma partie, on a pu voir que les algues étaient source d'inspiration. Souvent, on part du biomimétisme, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaye de le penser. Observer dans la nature pour essayer de le transposer ensuite à nos différentes applications. Et donc on a pu voir cela à travers l'exemple de l'extrait de Codium tomentosum, donc qui est alga filler, qui est une algue particulière avec une structure coénocytique. Et on a développé une technologie d'extraction fractionnée qui nous permet d'optimiser l'utilisation de l'algue et aussi de mettre en place des tests d'efficacité pour pouvoir prouver qu'on avait une régénération des tissus grâce aux molécules contenues au sein de cette algue. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi. Une question. C'est parti. Oui, bonjour. Au niveau des acides hyaluroniques, on voit que selon la taille de la molécule, on va avoir soit un polymère qui va former un film sur la peau, ou au contraire qui pénètre, qui va avoir une activité biologique. Et pour les acides hyaluroniques, c'est en dessous
20 kilodaltons. Est-ce que vous avez identifié le polysaccharide que vous avez dans votre actif? Quelle taille il a? Est-ce que vous avez fait des tests qui montrent finalement qu'il arrive à pénétrer à l'intérieur de la peau? Est-ce que s'il est trop grand, il ne peut pas pénétrer? Alors, le fait qu'on ait des activités biologiques montre que déjà, on n'a pas une taille qui est trop importante. On a fait des tests sur les tailles. Là, je ne peux pas vous les dire exactement, mais on connaît les tailles de nos polysaccharides et on sait qu'au-delà d'une certaine taille, comme vous dites, c'est plutôt des propriétés filmogènes qui vont être observées. Mais d'où l'intérêt en fait de notre procédé qui va permettre en fait de faciliter la biodisponibilité, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, on va couper ces polysaccharides pour avoir les tailles appropriées, pour avoir les bonnes propriétés biologiques derrière. Merci. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Quand du coup, moi j'avais une question sur le sourcing. Est-ce que vous faites, quand vous faites ce genre de développement, vous prenez en compte la variabilité saisonnière ou est-ce que vous étudiez différents sourcings de codium là par exemple pour voir s'il peut y avoir des variabilités en termes de composition ou de taille du polysaccharide qui est extrait. Voilà, c'était sur l'approche sourcing plutôt Oui. la question. Oui, du coup, on s'intéresse beaucoup à cette question parce que c'est quelque chose qui est très important puisque selon la saison, faut s'assurer d'avoir le même résultat. Donc oui, on a fait en fait, ça a été tiré d'un programme de recherche qui a duré plus de 5 ans. Donc tout au long en fait de ce programme de recherche, on a étudié la saisonnalité de Codium tomentosum avec des prélèvements à différentes saisons, différents mois, etc. pour voir en fait la présence des molécules, si on pouvait extraire les mêmes choses avec le même procédé à chaque fois. Et sur Codium notamment, on a une période en fait où on ne va pas forcément la récolter parce qu'elle est très épiphytée. Donc on va faire attention à ça aussi. On sait les périodes, on a étudié les périodes où on peut la récolter et les périodes où on évite de la récolter. Merci. Alors, moi j'en ai une petite, mais ça s'adresse à toutes les personnes qui sont intervenues aussi avant. Ça m'est venu tout à l'heure. Comment on gère Nagoya quand on fait de la collecte dans les estrans, etc., avec les autorités? Petite question. Alors, sur Nagoya, on a une partie où tout ce que l'on a utilisé avant que Nagoya soit sorti, en fait, on peut l'utiliser déjà. Sinon, on doit demander des autorisations dès l'échelle du laboratoire, une nouvelle algue ne peut pas rentrer dans notre laboratoire tant qu'on n'a pas eu l'autorisation de l'utiliser. Et derrière, on doit montrer que l'on a une valorisation de cette matière pour pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas si d'autres veulent compléter. C'est histoire d'être sûr que ça se passe vraiment tout le temps comme ça. Je vais faire une réponse complémentaire. En effet, quand on a eu du bol de commencer à bosser dessus avant que Nagoya nous tombe sur le coin de la tronche et avant qu'il y ait des lois de biodiversité, on peut s'en sortir. Donc après, il y a l'autre stratégie qui est d'avoir des sourcings lors de notre développement de recherche qui soient hors scope de loi de biodiversité. Le Portugal est pas mal. D'accord ? Et le troisième, quand on n'en s'en sort pas, parce que nous, par exemple, aujourd'hui, on a commencé un certain nombre de programmes dans des scopes de loi de biodiversité, parce qu'il faut bien qu'on s'y attaque. On a un certain nombre de cas de figure de plantes de bord de mer, de la baie du Mont-Saint-Michel. Ben, on s'y est mis. Hein. On a des programmes de partage de compétences, de savoir, de ceci, de cela. Ça se fait. Il faut bien qu'on s'y mette. Et on s'y met, voilà. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus et on ne peut plus aujourd'hui être juste sioux et se dire qu'on va aller choper les choses loin, parce que si on va choper les choses plus loin, quelque part notre impact carbone est un peu déconnant et tout ce qu'on raconte à côté est mauvais. Donc on s'y met, c'est lourd. On a des cas en Indonésie, là où ça fait 3 ans qu'on travaille, mais ça se fait. Hein. C'est juste qu'on a 3 ans de plus de R&D, donc on a plus de temps. Entièrement d'accord, ça se fait. Ouais. Parfois, il faut avoir les bonnes autorités en face, hein, qui n'est pas tout le temps le cas. Voilà. Merci.